Bonjour, nous avons aujourd'hui un nouveau cours, celui des probabilités continues. Pour ce cours, vous aurez besoin de deux documents qui se trouvent sur l'ENT, donc monlycéeconnecté.fr. Vous devrez accéder à l'espace des documents, partie maths, sous-partie chapitre 7 probabilité continue. Et là, vous verrez deux documents, le cours et des exercices, le tout au format PDF. Vous aurez également besoin du livre. Alors, si vous ouvrez votre document, le cours, au format PDF, vous découvrirez ce qui ressemble à ce qui est sous vos yeux. Euh, Abordons tout de suite donc ce nouveau thème. En fait, dans les probabilités continues, on aborde une situation tout à fait nouvelle, celle où l'univers, oméga, est associé à une expérience qui est formée d'une infinité d'événements. Alors, on a déjà rencontré lors d'un premier chapitre sur les probabilités discrètes, le cas où l'univers est formé d'un nombre fini d'événements. C'est le cas par exemple si je lance un dé à 6 faces, j'ai 6 résultats possibles, donc mon univers est constitué de 6 événements. Et bien ici, nous allons aborder des situations où il y a une infinité d'événements. Alors, justement, l'activité 1 va nous permettre de découvrir ce genre d'expérience dans lesquelles on a cette situation. Et puis, on fera nos premiers calculs de probabilité. On poursuivra dans l'activité numéro 2 pour faire d'autres calculs dans une autre situation. Voilà. Alors, si vous ouvrez votre livre à la page 308, voici la première activité que nous allons faire ensemble. Alors, là, il s'agit d'une puce qui se déplace sur un triangle ABC. Voilà, on a les côtés 3, 4, 5. On peut vérifier qu'il s'agit bien d'un triangle qui est rectangle. Donc BC et l'hypoténuse. Et cette puce se déplace à vitesse constante, voilà, tranquillement, le long du triangle, des côtés du triangle. On se pose une première question. Quelle est la probabilité que la puce s'arrête sur l'hypoténuse du triangle ABC, donc entre B et C? Alors, si on peut modéliser la situation comme je l'ai fait sous vos yeux, avec le GeoGebra, on a notre point P quelque part sur le triangle ABC et on va savoir quelle est la probabilité qu'il s'arrête entre B et C. Alors, une analyse rapide de la situation nous conduit à une solution qui me paraît, je pense, assez intuitive, vu que la puce se déplace de façon constante, on va dire, et donc comme les côtés mesurent respectivement 3, 4 et 5, en tout, donc on a un périmètre qui vaut 12, on peut dire que 5 douzièmes du temps P se trouve entre B et C, 4 douzièmes du temps il se trouve entre A et B, et 3 douzièmes entre A et C. Donc la probabilité que P se trouve entre B et C est donc de 5 divisé par 12. Voilà, donc 5 divisé par 5 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 5 divisé par 12. Voilà. Alors déjà là, on voit deux choses. D'abord qu'on a mis en œuvre une expérience dans laquelle il y a bien une infinité d'événements, puisque en fait, d'événements élémentaires, puisque ici, une issue de l'expérience, c'est P se trouve quelque part sur un des côtés des triangles. Et comme il y a une infinité de points euh, sur, euh, sur les côtés du triangle, eh bien effectivement il y a une infinité d'issues. Donc oméga est bien formé d'une infinité d'issues possibles. Et puis d'autre part, on a vu finalement qu'on pouvait de façon assez simple calculer une probabilité bien que la situation soit nouvelle. Si je reprends le livre, voici donc la deuxième partie de l'expérience dans laquelle on place deux points M et N de la façon suivante. AM et AN est égal à 1 sur N où N est un entier naturel non nul.
Ok, donc on a toujours AM égale à N. Et on se pose la question, quelle est la probabilité que la puce s'arrête sur la réunion des segments AM et AN? Alors, reprenons notre schéma, faisons disparaître le point P, faisons apparaître les points M, N, les segments J et voilà, les segments, voilà. Et on se pose la question, effectivement, quelle est la probabilité que la puce s'arrête sur la réunion de ces segments, c'est-à-dire en fait, tout simplement, si on veut reformuler autrement, quelle est la probabilité que la puce s'arrête soit sur AM, soit sur AN. Bon, on a vu comment calculer la probabilité que la puce s'arrête sur BC. Donc, pour qu'elle s'arrête sur AM, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est intuitivement, on va dire que, encore une fois, hein, notre puce se déplace à vitesse constante. Donc, ça va être la distance AM divisée par la totalité du périmètre du triangle. Et pour le segment AN, la même chose. Et on va ajouter ces deux probabilités, puisqu'en fait, euh, la probabilité que la puce s'arrête sur l'un des deux, c'est la somme des probabilités que la puce s'arrête soit sur AM, soit sur AN. Donc la probabilité que la puce s'arrête sur AM ou AN est donc donnée par le calcul suivant. Donc AM divisé par 12, qui représente, je vous le rappelle, le périmètre du triangle, plus AN divisé par 12. Mais comme AM est égal à 1 sur N et que AN est de même égal à 1 sur N, quand je remplace AM et AN par 1 sur N, j'obtiens 1 sur 12 fois N plus 1 sur 12 fois N, c'est-à-dire 1 sur 6N, puisque ça fait 2 sur 12N, donc 1 sur 6N. Voilà, donc on a ainsi calculé. Alors bien sûr, ce calcul dépend de N, puisque, je vous le rappelle, les points M et N dépendent eux-mêmes de N. Revenons au livre. Dans le livre, donc on a résolu la question petit a. Petit b, que peut-on dire de cette probabilité lorsque n tend vers l'infini? Alors, lorsque n tend vers l'infini, 1 sur n devient de plus en plus petit, de plus en plus proche de 0, et tend vers 0. Donc AM et AN tendent vers 0. On peut le voir sur l'animation qui est là. Vous voyez, là, on a la situation quand n vaut 1. Là, ici, n vaut 2, puis 3, 4, 5, etc. Je vais continuer. 11, 12, etc. Et en fait, quand n devient très grand, là par exemple je suis à n égale 90, on a l'impression que m, n et a sont confondus. C'est normal, puisqu'en fait la distance AN tend vers 0 et AM tend vers 0. D'accord? Bien. Alors, quelle était la question posée? Revenons au livre. On nous demande, oui, que peut-on dire de cette probabilité lorsque n tend vers l'infini? Alors, si on regarde la probabilité lorsque n tend vers l'infini, là, 1 sur 6n, il est clair que, comme n tend vers l'infini, 1 sur 6n tend vers 0, donc la probabilité que la puce s'arrête sur AM ou AN devient égale à 0. Oui, mais d'autre part, on voit bien sur l'animation que AM et AN deviennent eux-mêmes des segments de longueur nulle, ce qui fait que finalement cette probabilité que la puce s'arrête sur AM ou AN, finalement c'est la probabilité que la puce s'arrête au sommet A. Voilà, donc j'ai oublié d'écrire, donc si n tend vers l'infini, la probabilité précédente tend vers 0, donc c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient on vient de répondre en même temps à la question C du livre, hein, puisque quelle probabilité attribuée à l'événement la puce s'arrête sur le sommet de l'angle droit? Eh bien, comme on vient de l'expliquer, cette probabilité est égale à 0. Voilà. Alors, plusieurs petites remarques. On a donc établi que la probabilité que la puce s'arrête au sommet A vaut 0, mais j'aurais pu faire de même pour le sommet C ou le sommet B. Mais si je réfléchis bien, j'aurais pu même faire de même pour n'importe quel point du segment.
en fait, on voit clairement que la probabilité que la puce s'arrête sur un point donné du triangle vaut 0. Ça, c'est un résultat remarquable des probabilités continues, à savoir que la probabilité d'une issue, d'un événement élémentaire, est égale à 0. On aura une autre explication dans le cours un petit peu plus tard. Voilà. Donc, ceci termine l'activité 1 du livre. Voilà. Alors, nous allons aborder l'activité numéro 2. Dans cette activité, nous avons une courbe dont la formule est donnée par f de x égale 4kx carré facteur de 1 moins x. Alors, k, ici, est un nombre réel qui est donné, qui est fixé. Au départ, on ne connaît pas sa valeur. On verra tout à la fin de l'activité qu'il y a des contraintes qui vont nous conduire à choisir un cas particulier. Bon, donc peu importe pour l'instant, on imagine que cette valeur de k est fixée. Et donc, pour un certain cas donné, on a une courbe qui ressemble à ce qui est sous vos yeux là. Ok. Et puis par ailleurs, on considère une variable, grand X, qui peut prendre toutes ses valeurs entre 0 et 1. Mais la situation nouvelle ici, c'est que en fait, la probabilité que x se trouve entre deux nombres, 0,3 et 0,4 ou 0,1 et 0,2, est donnée par une intégrale. C'est-à-dire que c'est ce qui est sous vos yeux. La probabilité que x appartienne à AB, au segment AB pour A et B donnés, est égale à l'intégrale de A à B de f de x dx. Alors, je vous rappelle bien entendu que cette intégrale représente une R, puisque la courbe qui est sous vos yeux est positive. Donc finalement, la probabilité que x appartienne à AB est donnée par le calcul d'une R. Alors, modélisons la situation. Alors, je vais faire dans un premier temps. Voici la situation là. Alors faisons pour l'instant disparaître le texte qui ne nous sert à rien. Voici donc la courbe qui était sur votre livre. Voilà. Donc, si je prends un point A, un point B, et que je calcule la probabilité, que je cherche à calculer la probabilité que x se trouve entre A et B, eh bien, comme il est indiqué sur le livre, il s'agit, cette probabilité est donnée par l'intégrale de A à B de f de x dx. Autrement dit, elle est donnée par l'air que je mets, qui est grisé là sous vos yeux. Bien entendu, évidemment, si A ou B bouge, eh bien cette probabilité bouge également. D'accord? Voilà. Alors, reprenons le livre. Dans le livre, on me pose... D'abord, bon, j'ai bien répondu. Alors, le livre, excusez-moi. Voilà. Dans le livre, j'ai bien répondu à la première question. Interpréter graphiquement la probabilité que x appartienne à B, donc il s'agit d'une R. Hein. La deuxième question, on me pose la question, est-il plus probable d'obtenir un nombre entre 0 et 0,5 ou entre 0,5 et 1? Alors, reprenons notre situation. La probabilité que x se trouve entre 0 et 0,5. Bon, on voit à peu près, c'est l'air qui est sous vos yeux. Hein. Elle vaut, c'est difficile à évaluer comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à l'air entre 0,5 et 1? Bon, clairement, l'air entre 0,5 et 1 est plus importante que l'air entre 0 et 0,5. Donc, la probabilité que x se trouve entre 0,5 et 1 est plus grande que la probabilité que x se trouve entre 0 et 0,5.
Là, on commence à voir le rôle joué par cette courbe-là, en fait. Hein. En fait, cette courbe nous permet finalement de moduler la probabilité que x, la valeur de la probabilité que x appartienne à tel ou tel segment, selon que l'aire sous la courbe va être plus ou moins grande. D'accord. Reprenons le livre. On vous demande, est-il possible d'obtenir un nombre non, pardon, ça j'ai répondu à cette question-là, excusez-moi. Donc, le livre, voici la suite. Voilà, je monte un petit peu. On vous pose la question, troisième question, si A est un nombre compris entre 0 et 0,1, que vaut la probabilité que x soit égal à A? Bon, bien, en fait, si on reprend la formule qui est là, la probabilité que x appartienne à A, c'est finalement la probabilité que x soit compris en quelque sorte dans le segment d'extrémité A et A, c'est-à-dire un segment de longueur nulle. Si je me réfère au calcul, la formule du calcul, eh bien, si je cherche à calculer la probabilité que x appartienne à l'intervalle A, A, c'est-à-dire que P de x égale A, j'obtiens l'intégrale de A à A de f de x dx. Autrement dit, j'obtiens une aire nulle, puisque l'intégrale de A à A de f de x dx est toujours égale à 0. Donc, la probabilité que x soit égal à A est égale à 0. À noter que finalement, c'est le même résultat que la situation précédente dans laquelle on avait montré que la probabilité que la puce s'arrête sur le sommet A ou B ou C était égale à 0. D'accord? Et je vous avais dit d'ailleurs que c'était assez caractéristique des probabilités continues. Quatrième question, quelle doit être la valeur de la probabilité que x appartienne à l'intervalle 0,1? Bon, alors, dans la mesure où x est un nombre, est une variable aléatoire entre 0 et 1, la probabilité que x appartienne à 0,1 est évidemment égale à 1. C'est-à-dire que dans 100% des cas, c'est-à-dire 1, eh bien, je dois évidemment avoir x qui appartient à l'intervalle 0,1. D'accord? Puisque en fait 0,1 représente mon univers tout entier, donc c'est tout simplement la probabilité que x appartienne à l'univers. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si j'ai une courbe ici, là, telle que la probabilité que x, hop, voilà, que x soit entre 0 et 1, si cette courbe est telle que l'aire sous la courbe n'est pas égal à 1, qu'est-ce que je vais en conclure? Je vais en conclure que je ne peux pas faire des calculs corrects avec cette courbe. Je vais en conclure que la courbe que j'ai choisie ne me permet pas de modéliser correctement une variable aléatoire. D'accord? Alors, souvenons-nous, dans notre livre, nous avons la formule de notre fonction qui vaut kx carré facteur d'un moins x. Je vous avais dit au départ, cette valeur k, justement, on ne la connaît pas. Eh bien, on commence à avoir un élément de réponse par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, en l'occurrence, qu'on allait calculer cette valeur de k correctement. Eh bien oui, en fait, il va falloir faire en sorte que choisir cette valeur de k de telle sorte que l'aire sous la courbe soit toujours égale à 1. Alors, bon, c'est des petits calculs pas trop compliqués, hein, on va voir ça ensemble. Je reprends donc, GeoGebra. Que nous dit le livre? Alors, je reviens sur le livre. Non, c'était pas GeoGebra. Excusez-moi, j'ai fait une erreur de manipulation. Voilà, mon livre. Dans le livre, on vous donne,
voilà, on vous donne une copie d'écran d'un logiciel de calcul formel. Alors, essayons d'interpréter ce qui est sous vos yeux. En fait, tout simplement, on a ici rentré f de x, la formule de la fonction qui était donnée là-haut. Ok, donc kx carré facteur de 1 moins x. Et on a fait une commande integrate f de x, x, 0,1. En fait, tout simplement, ça veut dire qu'on a calculé l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Et le résultat est k sur 12. Autrement dit, je peux écrire, alors ça ces calculs-là, on ne vous demande pas de les faire, on les admet, hein, donc on a notre logiciel de calcul formel qui les a fait pour nous, ça nous fait gagner du temps. Et donc, autrement dit, ça peut s'écrire finalement intégrale de 0,1 de f de x dx égale k sur 12. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit il faut que la probabilité que x appartienne à l'intervalle 0,1 soit égale à 1. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on a dit aussi? La probabilité que x appartienne à 0,1, c'est justement l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Cette intégrale que nous avons calculée ici. Donc finalement, pour que cette probabilité soit égale à 1, il faut donc choisir k de telle sorte que k sur 12 soit égal à 1. En effet, hein, si k sur 12 est égal à 1, l'intégrale sera bien égale à 1, donc la probabilité que x appartienne à l'intervalle 0,1 sera bien égale à 1. Voilà. Donc k sur 12 égale 1, ça donne immédiatement k égale 12. Voilà. Et donc, c'est effectivement la valeur de k qui est représentée sous vos yeux et qui nous permet d'obtenir une courbe dont l'aire vaut exactement 1. Alors, si j'avais choisi une valeur plus petite, hein, vous voyez, là par exemple, là j'ai k égale 4, cette courbe n'était pas une bonne candidate pour modéliser notre variable aléatoire. D'accord? Voilà. Bon, eh bien, cette courbe-là, elle aurait pu être d'une autre forme. Hein. Elle aurait pu être plus pointue, un peu plus aplatie à tel endroit, etc. Et on aurait pu tout aussi bien avec cette courbe calculer des probabilités, des probabilités telles qu'on l'a fait là avec une aire sur la courbe. Eh bien, cette courbe-là, elle a un nom particulier. On va voir dans notre cours, on l'appelle une fonction de densité. Voilà. Mais ça va être dans le cours qu'on va en dire un petit peu plus. Bon, voilà. Voilà déjà les activités 1 et 2. Si je reviens à mon livre, voilà, donc j'ai fait l'activité 1 et 2. Dans un second temps, nous allons donc aborder à proprement parler le cours. Je vais arrêter cette vidéo là et j'aborderai donc la suite du cours dans une deuxième vidéo. Voilà, merci de votre écoute.